il faut systématiquement diversifier ton patrimoine. Il faut en permanence sortir un petit bout soit de ton salaire, soit de ton entreprise et diversifier, investir dans des sujets complémentaires. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Brickstalk. J'accueille aujourd'hui Carlos Malatesta, qui est ex-président donc, de Apex Energy. Apex Energy est un des leaders de tout ce qui est photovoltaïque au niveau des toitures en France. L'histoire est assez sympa parce que tu as fait donc un rachat de la boîte qui appartenait à un pétrolier à l'époque. Tout à fait. Et tu es d'origine argentine. Carlos, donc bienvenue, je te laisse te présenter et nous raconter cette belle histoire. Merci beaucoup, merci, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. En effet, je suis né en Argentine, j'ai grandi au Venezuela, j'ai travaillé dans le pétrole et en fait, j'avais cette passion pour les énergies renouvelables qui, à l'époque, était naissante. Donc, j'ai venu en Europe à faire des études d'énergie renouvelable et c'était une passion. Et je me retrouvé en Europe en secteur qui s'est développé. Donc, j'ai commencé à travailler en Espagne et chez BP Solar. Et après, en France, chez BP Solar France. Et c'est justement la société qui a décidé de fermer son activité dans le monde. Il nous a permis, avec au-de salariés, de faire un rachat par les salariés de la société. Et c'était la naissance d'Apex Energy en 2013. Alors ça, on va remettre un peu de contexte. Donc tu me disais, avant qu'on commence l'épisode, donc BP a connu une grosse crise au niveau du Golfe. Comment il s'appelle ce golfe aux États-Unis? Il est le golfe du Mexique. Il a eu une fuite de pétrole au golfe du Mexique en 2010. Et il a un impact énorme sur la société qui a failli disparaître. Et en 2011, la société s'est réorganisée. Ils se sont dit, il faut qu'on soit concentré sur nos métiers cœur, l'exploration et production de pétrole. Donc, ils ont décidé de fermer toutes les filiales de BP Solar dans le monde. Donc, la société BP Solar, c'était un des leaders du monde de développement de projets photovoltaïques, a tout simplement disparu. Ok, donc BP, société pétrolière qui décide de se séparer de ses activités vertes, donc photovoltaïques, et donc là qui fait une cession à son management. Donc vous êtes 5 à racheter la boîte, et donc vous faites un management buyout, donc rachat de la société par ses managers. Ce qui est sympa, c'est qu'on a l'habitude de parler justement d'aventures entrepreneuriales et d'entrepreneurs qui créent la boîte from scratch. Là, c'est une acquisition, mais tu as l'air d'être particulièrement entreprenant. Donc vous rachetez la boîte en quelle année? Le process, il a démarré fin 2011, ça finit en avril 2013. C'est plus d'un an de travail de négociation. Et il faut dire qu'à l'époque, le marché photovoltaïque français était inexistant. C'était juste après les moratoires. Il n'y avait pas de système de tarifs. On achetait une société dans les pires moments possibles, mais avec une conviction de que le photovoltaïque devait se développer. On savait qu'il y aurait un marché à venir. Alors moi, j'ai plein de questions par rapport à ça. Est-ce que tu rachètes la boîte à la casse? Est-ce qu'elle est vendue pas cher? Est-ce que c'est plus facile de racheter parce que derrière c'est BP et donc les banques vous accompagnent? Pourquoi racheter une boîte alors que finalement, si vous êtes 5 managers avec l'expérience et qu'il n'y a pas grand-chose qui a été construit, vous auriez pu aussi vous dire on quitte la société BP Solar, en tout cas Apex Energy, pour créer la nôtre. Qu'est-ce qui a drivé là, le choix de votre côté? Ça, c'est un point très intéressant. Et ma vision, ce que j'ai pu apprendre aussi dans mes années d'entrepreneuriat, c'est que sauf si on a une idée unique, brillante, très innovatrice, c'est toujours mieux de racheter une société. Et pourquoi? Parce qu'on rachète une équipe qui est déjà en place, on rachète des process, on rachète des clients, on rachète du revenu, du chiffre d'affaires qui rentre chaque année, en fait. Donc, ça te permet de financer l'achat de la société avec les flux qui sont déjà existants, les flux à venir qui sont basés, sont inconnus, mais qui sont sécurisés par les flux existants sur les années passées. Quand on fait une start-up, il faut payer les salaires de tout le monde,
il faut trouver un local, il faut acheter des matériels, des ordinateurs, des tables, des chaises, et tout ça, il faut le racheter neuf aux locations. Et en face à ça, on a zéro chiffre d'affaires. Je vais essayer de vulgariser et de réexpliquer ça parce que c'est pas forcément compréhensible par tout le monde. Effectivement, quand tu achètes une startup, quand tu lances une startup, tu pars dans l'inconnu, tu connais pas forcément ton modèle économique et tu n'es pas sûr d'arriver à payer tous tes coûts fixes et tes employés à la fin du mois avec ton activité. Et donc, tu es obligé de souvent passer par des augmentations de capital et des levées de fonds où tu vas te diluer. Alors que quand tu rachètes une boîte, ce que tu es en train de dire, c'est que de toute manière, le prix d'acquisition et ta capacité à financer avec de la dette une société se base sur l'activité existante. Donc, si tu rachètes une boîte qui a des métriques et en tout cas qui a une activité qui est plutôt saine et qui plus est rentable, tu sais que les bénéfices qui vont être dégagés avec l'activité existante vont te permettre de rembourser le crédit auprès de la banque qui t'a permis de financer l'activité. Et après, à toi de faire grossir l'activité pour te dire je vais créer de la valeur supplémentaire qui va me permettre en tout cas de faire une belle boîte et de m'enrichir. Tout à fait. On a acheté une société créée en 1991, donc à l'époque avait 20 ans d'expérience, une réputation, une marque connue. Et on a pu, en tant qu'entrepreneur, relancer la société avec une agilité qu'on n'avait pas en tant que BP. Donc BP, c'est un grand groupe, la marque, c'est la valeur principale qu'ils sont. Donc, il fallait travailler comme BP. Et en tant qu'on est devenu Apex Energy, on a regagné toute en flexibilité, en agilité pour bouger vite, prendre des décisions faciles et logiques. Et donc, ça nous a permis de développer la société dans un marché très, très, très compliqué. Il faut voir que les premières 3 ans de notre aventure ont été très difficiles. C'est des années à perte. Et on a retrouvé notre équilibre déjà en 2016, quand il a eu aussi un relancement du secteur photovoltaïque français. Ouais, et on a 4 ans après l'acquisition. Tout à fait. Il y a une vraie prise de risque et un pari qui a été fait sur la boîte. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter Apex Energy? Parce que je ne pense pas que ça parle forcément à tout le monde. Alors, moi, je connais ces deux noms parce que je suis montpelliérain et Apex est très visible à Montpellier. Mais effectivement, je ne suis pas sûr que pour tous les auditeurs, les gens savent ce que fait Apex Energy. Donc, Apex Energy, c'est un développeur photovoltaïque. Donc, on développe, on construit, on finance et on exploite des centrales photovoltaïques en toiture principalement. Donc, les projets type qu'on fait, c'est des hangars photovoltaïques. Donc, on va voir un agriculteur, on lui dit, est-ce que vous avez besoin d'un bâtiment, d'un hangar agricole? Si la réponse est l'affirmative, on est capable de le financer quasi gratuitement, quasi dans sa totalité offert, en échange de l'utilisation de la toiture, de l'espace toiture pour installer nos centrales photovoltaïques pendant 30 ans. On sait faire aussi des sombrières photovoltaïques, on installe des centrales solaires dans des industries, dans des centres commerciaux, sur la toiture et aussi en ombrière, et avec l'objectif soit de vendre l'électricité au réseau, soit d'autoconsommer, pour permettre à nos clients d'autoconsommer son énergie et d'en réduire les factures énergétiques. Ok, donc ce n'est pas effectivement les grands champs de panneaux photovoltaïques qu'on peut voir dans la nature. Là, vous allez venir sur des édifices pour la plupart déjà existants, mettre des panneaux photovoltaïques ou proposer par exemple à des agriculteurs de développer un nouvel hangar qui va servir à leur activité pour mettre des panneaux. Et donc ça veut dire que là actuellement chez Apex Energy, alors je ne sais pas si vous communiquez sur les chiffres, mais ça s'exprime comment ça? C'est en mètres carrés de surface de panneaux photovoltaïques, c'est en nombre de hangars ou de toitures qui sont... Comment vous exprimez le développement que vous pouvez avoir par rapport à un autre acteur? C'est-à-dire la taille, donner une impression de la taille de l'entreprise. On peut dire qu'on a quelque chose qui est parlant, c'est que sur les dernières 10 ans, on a construit autour de 300 mégawatts des projets photovoltaïques, que c'est suffisant pour en fait donner de la puissance électrique à toute la ville de Montpellier et les alentours.
Et bon, on a un chiffre d'affaires autour de 80 millions d'euros l'année dernière, en 2022, ce qui donne un peu une impression de la taille de l'entreprise. Ce sont deux sociétés qui s'est développées très, très rapidement, comme le secteur photovoltaïque. Et sur les dernières 5 ans, on a quasi chaque année doublé notre chiffre d'affaires. Ok. Parce que là, vous faites 80 millions. Et quand tu rachètes la boîte, c'est quelle taille Apex Energy? Quand on rachète la société, il faut voir qu'on était dans un contexte de fermeture par BP Solar. Et donc, il avait un plan social proposé aux salariés. Donc, tout le monde il avait des conditions très incitatives pour partir. Donc, en fait, tout le monde est parti, sauf les 5 repreneurs. Donc, on était 5. On était 5 personnes. Et donc, on est réparti quasi des zéros avec des actifs que la société avait en exploitation. Donc, on est parti dans l'exploitation de ces actifs. Ces actifs, en fait, juste qu'on comprenne la progression du chiffre d'affaires. Je sais pas si tu communiques dessus, mais c'est quoi les actifs? Ils faisaient 5 millions et vous êtes passé à 80 ou... Oui, tout à fait. On était autour de 4 millions de chiffre d'affaires et avec une société qui faisait des pertes. Oui, donc en 10 ans, tu fais fois 20 sur la taille de la boîte. À peu près, oui. Ouais. Tout à fait. Félicitations. Merci beaucoup. C'était une belle aventure, très dynamique. Et c'est intéressant parce que chaque fois qu'on parle d'entrepreneuriat, des startups, des sociétés, souvent on raconte que les belles histoires. On dit, ah, mais c'est facile, on était dans le bon moment, en fait, dans les bons lieux. Et en fait, il a eu de la chance. Mais l'histoire, chaque fois que j'ai une histoire de succès, ça de la nôtre, mais toute autre histoire de succès entrepreneurial, en fait, il a des années d'efforts, des sacrifices, d'engagement, de travail, donner tout ce qu'on a et du mieux à la société pour la développer, pour la faire grandir, des réflexions, de difficultés. Il a toujours au moins 1 ou 2, voire 3 moments où la société était à rien de disparaître. Donc, c'est pas si simple ni si facile que ça. Mais après, si on arrive à être résilient et on est dans un secteur qui est porteur, les résultats ils peuvent être extraordinaires. Oui, je pense que tu as tout résumé. C'est la résilience. Et en plus, tu nous as dit que tu étais passionné par ce secteur d'activité. Ouais. Et il y a aussi le fait effectivement que tu as avancé pas après pas pour construire quelque chose qui fait x20 à la fin. Mais effectivement, il n'y a pas que des moments qui sont agréables sur le parcours. L'actualité d'aujourd'hui, c'est le fait que tu viens de revendre une grosse partie de la société à un fonds d'investissement australien. Tout à fait. Moi, la question en tant qu'entrepreneur qui me vient, c'est pourquoi revendre maintenant? Là, tu fais 80 millions avec Apex Energy. Est-ce qu'il n'y avait pas la possibilité de développer un groupe encore 20 fois plus gros sur les 10 prochaines années? Et qu'est-ce qui fait que Apex Energy est toujours resté dans le photovoltaïque? Ce qui est bien, c'est que vous avez un nom énergie qui aurait pu vous permettre de vous développer à d'autres typologies d'énergie renouvelable. Est-ce que ça a été envisagé? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Quelle était la vision et la stratégie de la boîte sur les 10 dernières années? Oui, c'est intéressant parce que c'était anticipé. C'est pour cela qu'on voulait être Apex Energy et pas Apex Solaire ou Apex Photovoltaïque. On voulait rester ouvert parce qu'on sait que les énergies renouvelables fonctionnent bien en combinaison les unes avec les autres. Et donc, peut-être pour commencer avec la logique derrière la session, on voulait faire entrer un investisseur financier et parce que il a un moment, à fur et à mesure qu'on grandit et on se développe, dans des métiers comme le solaire qui sont très gourmands en capitaux. Donc, l'installation de chacune des centrales photovoltaïques, elle est très coûtante et c'est des millions et des millions qu'il faut investir chaque année. Et en fait, face aux banques, on peut utiliser des effets de levier et en fait développer jusqu'à un certain time. Il y a un moment où il faut avoir des injections de capital importantes. Et pour continuer à grandir dans un environnement concurrentiel, c'est important d'avoir un actionnaire fort derrière qui nous aide à passer à l'étape suivante. Donc, on était à la recherche. Est-ce que, tu vois, c'est assez naïf de ma part, mais est-ce que tu n'aurais pas pu, par exemple, utiliser le marché boursier pour te dire,
je vais chercher de l'argent avec une augmentation en bourse, mais ce qui permet de diluer avec des investisseurs particuliers et non pas un gros investisseur. Et ça me permet, moi, de garder le contrôle et de rester dans une stratégie de développement. Tout à fait. Et on a évalué la possibilité de faire une sortie en bourse. Et il faut voir que, en fait, pour faire une sortie en bourse, peut-être notre taille était encore trop petite. OK. Et typiquement, un parcours traditionnel, c'est de faire rentrer un investisseur financier qui t'amène Jusqu'à la bourse. à la taille suivante. Et la sortie de cet investisseur financier serait une sortie en bourse. Et la sortie en bourse, c'est un schéma très légitime, aussi très contraignant, parce qu'on devient une société publique, il y a des particuliers qui investissent dans la société, donc tout doit être extrêmement contrôlé. On devient une SA, une société anonyme. On ne peut plus faire des SAS ou autre. C'est uniquement les sociétés anonymes qui peuvent être cotées en bourse. Donc c'est assez contraignant. Et typiquement, c'est des sociétés qui font au moins 200, 300 millions de chiffre d'affaires, au minimum 100 millions de chiffre d'affaires qui pourraient être introduits en bourse. Et il y a un risque aussi assez important de réussite de cette opération. Donc, en revanche, on avait un marché, disons, autour des fonds d'investissement intéressés d'accompagner la croissance, très dynamique et actif. Et justement, pour nous, c'était important de maintenir l'identité de la société. Donc, on ne voulait pas être vendu à un énergéticien comme pourrait être EDF ou Total Énergie, qui sont très actifs aussi dans le secteur. On voulait maintenir l'identité d'Apex Energy. Donc, on a cherché un fonds d'investissement infrastructure, qui c'est un fonds d'investissement de très, très, très longue durée, qui n'est pas, ne va pas sortir avec sur 5, 7, 10 ans avec un autre fonds ou sortie en bourse qui va rester dans la durée, parce que ce qui l'intéresse en tant que fonds infra, c'est d'avoir des actifs qui produisent de la rentabilité chaque année et qui produisent ce qu'on appelle yield, produisent des dividendes chaque année pour pouvoir rémunérer ses actionnaires. Et donc, qu'est-ce qui fait que tu revends 10 ans plus tard et que tu t'es pas dit je repars sur 10 ans de plus? C'est justement cette envie de continuer le développement de la société. Il y a un moment avec mes associés qu'on s'est rendu compte que la société devenait plus grande que nous, qu'il y avait un potentiel énorme de croissance et on n'avait pas tous l'envie de continuer cet engagement dynamique dans la société et c'était le moment peut-être de dire je passe la main à une nouvelle équipe de direction qui c'est des cycles, tout à fait. C'est assez cyclique. Et il faut penser aussi que c'est un métier de passion. Donc, on passait au moins 12 heures par jour dans notre société sur les années plus difficiles jusqu'à qu'on arrive à une certaine taille où on peut construire un comité de direction, on peut avoir des talents, une équipe très forte qui nous aide à porter la responsabilité de la société. Oui, là, tu me disais, c'est 180 personnes à date? Tout à fait, 180 personnes avec un plan de plus de 200 personnes pour fin de 2023. Donc, on embauche en moyenne 40 personnes par an. Donc, on a embauché 40 personnes par an sur les dernières 3 ans. Et avec un marché très difficile, parce qu'on a un plan d'embaucher 40 et on finit avec 17 ou 25, parce que c'est un marché très tendu à ces moments. Là, on est début 2023. Si tu devais repartir 10 ans en arrière, qu'est-ce que tu ferais différemment? C'est une très, très bonne question. Ma première réponse, c'est rien. Rien. J'aurais rentré dans ce projet, j'aurais passé par les difficultés. Peut-être ce que je pourrais ajouter qui aurait pu nous aider à nous développer plus rapidement, peut-être aussi plus facilement, de manière un petit peu plus douce, c'est de s'entourer des conseils des experts très tôt. C'est l'importance d'avoir de l'expertise des personnes qui sont déjà vécues ce que tu es en train de vivre et c'est d'une importance vitale. Et après, en fait, il faut vivre des difficultés. Il faut que les sociétés trouvent des challenges très difficiles qu'on pense que c'est impossible de supérer.
Et c'est face à cette friction et à cette challenge qu'on développe une sorte de muscle additionnel qui te permet de devenir un des leaders, qui te permet de construire quelque chose de beaucoup plus fort. Tu as un exemple pour qu'on illustre ça, de choses qui étaient vraiment compliquées à surmonter en interne et que vous avez réussi à dépasser justement pour construire la boîte et surtout construire la culture de la société? Et oui, par exemple, en fait, je sais pas, au début de la société, quand on l'a racheté, il n'avait pas un marché photovoltaïque, on n'avait pas une équipe commerciale, on était dans l'exploitation des actifs existants. Et on a dû s'élancer à développer des nouveaux actifs. On a embauché des commerciaux, on a cherché des partenariats et on n'arrivait pas à construire un portefeuille des projets à construire pour grandir, en fait, pour avoir un parc plus important. Et on ne savait pas financer. Et on s'est retrouvé un peu comme coincé, et on ne trouvait pas des leviers de croissance. Et face à cette situation, on s'est réunis avec mon associé. Je dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Et donc, on est parti ensemble à la recherche des personnes capables de nous accompagner dans cette process. Donc, on a travaillé avec un lobbyiste qui nous a fait un tour. C'est très intéressant. On montait 2-3 jours par mois à Paris et on faisait un tour des fonds d'investissement, des sociétés du secteur et on échangeait avec eux, on parlait avec eux. Et les secteurs, comment se développent. On a commencé à rencontrer des banquiers, on a commencé à investir et avec une société de financement projet qui nous a appris, qui nous a en fait fait un audit de notre façon de financer et nous a en fait indiqué des pistes d'amélioration. Et on est sorti de nos bureaux, on a fait des conférences, des salons, on s'est inscrit à des associations du secteur et on a commencé à rencontrer des personnes avec qui on avait des affinités, avec qui on avait un langage similaire, des autres entrepreneurs qui étaient dans des situations similaires à nous. Et bon, ce moment de challenge et de frustration de dire on n'arrive pas à se développer et on perd de l'argent. Si on peut tenir peut-être un an ou deux de plus, c'est fini, cette aventure. C'est transformé en un grand partenariat commercial qui nous a permis de développer des projets, des partenariats financiers qui nous ont permis aussi de financer ces projets, un énorme apprentissage et construction des savoir-faire dans la société. Et là, c'était à ce moment-là que la société, en 2016, il a enclenché et il a commencé à produire des très, très, très beaux résultats. Des très, très beaux résultats. Ok, donc en fait, vous avez vraiment créé un écosystème de personnes bienveillantes avec lesquelles vous aviez envie de bosser, qui vous a permis de sélectionner des partenaires sur la durée, de ce que je comprends, et de monter également en compétences. Oui, je pourrais être peut-être un petit peu plus, comme je suis d'Amérique latine, un peu plus dramatique et dire qu'en fait, on était face à la mort. En fait, on était face à la fin de la société et on a dit, il faut bouger, il faut sortir des idées, il faut qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne tient plus. Et on était obligé d'aller sortir, chercher, parler, bouger. Faire quelque chose de différent. Tout à fait, oui. Ouais. Je pense que, en fait, une des raisons principales des faillites des sociétés et des projets, c'est qu'en fait, on baisse les bras trop vite. Et il ne faut pas non plus garder un mauvais projet éternellement, en fait. Mais il y a un moment où on dit ce que je fais ne marche pas, je teste autre chose. Cette autre chose ne marche pas, je teste autre chose. Et combien de fois jusqu'à ce que quelque chose marche. Et on enclenche. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, ce serait encore possible de créer un Apex Énergie de toutes pièces où le marché est déjà saturé et finalement, ça serait compliqué de partir sur du photovoltaïque en 2023? Il y a toujours des niches et des segments, des opportunités autour de l'énergie. L'énergie, c'est... Si on parle d'énergie, il va toujours avoir des évolutions.
Dans le photovoltaïque, moi personnellement, je ne repartirais pas dans une aventure dans le photovoltaïque en France parce que c'est un marché qui est avec une énorme maturité. En revanche, autour du photovoltaïque, il y a énormément d'opportunités. Et je suis des proches des nouvelles technologies et comme l'intelligence artificielle, blockchain, la robotique, les drones, entre autres, qui sont en train de révolutionner l'ensemble des industries. Donc, je pense qu'autour des nouvelles technologies, il y a toujours des choses à faire très intéressantes. Et il y a aussi le stockage, par exemple, qui se développe énormément, qui va aussi changer un peu notre façon qu'on a de se relationner avec l'énergie, notre rapport avec l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, il y a le réseau, donc en fait, c'est les réseaux qui gèrent l'ensemble. Quand les stockages, les batteries, ils vont être économiquement compétitifs, on va pouvoir se déconnecter du réseau par période. On va pouvoir donner des services au réseau. Donc, il va y avoir tout un nouveau écosystème qui se met en place. Donc, créer une société de photovoltaïque aujourd'hui, je ne le ferai pas. Créer une société moderne avec des nouvelles technologies autour de l'énergie, oui, sans doute, il y a énormément d'opportunités. On pourrait parler aussi de l'hydrogène, c'est la prochaine grande révolution qui arrive. Ok. Donc, on te verra peut-être dans l'hydrogène. Peut-être. Alors là, tu viens de revendre une partie d'Apex Energy. Tu es venu accompagner aujourd'hui parce que tu es avec ton gestionnaire de holding patrimonial, donc on peut appeler ça family office. Tu as commencé à me parler de quelques autres projets que tu as eus, et notamment des projets dans l'immobilier. Tout à fait. Qui sont des projets assez intéressants parce qu'ils sont, comment dire ça, ils sont à dimension très concrète pour ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire que les projets dont tu m'as parlé, tu n'es pas en train de racheter une tour de bureau à la Défense où les gens ne pourraient pas forcément s'identifier. Il y a des choses très concrètes, accessibles à pas mal de personnes. Tu m'as parlé notamment de projets Airbnb. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait sur des activités annexes et ce que tu as en tête sur les prochaines années? Oui, tout à fait, avec plaisir. Moi, je pense que, indépendamment de lequel est ton métier principal, il faut systématiquement diversifier ton patrimoine. Il faut en permanence sortir un petit bout soit de ton salaire, soit de ton entreprise et diversifier, investir dans des sujets complémentaires, non corrélés. Et donc, je commençais à investir dans l'immobilier. Je voulais acheter des appartements et les louer sur Airbnb. Je me dis, bon, ça va être un peu compliqué parce que j'achète 2 ou 3. En fait, il va falloir se déplacer de partout. Et donc, je dis, mais tiens, et si j'achète un immeuble, un petit immeuble qui puisse avoir 3 ou 4 ou 5 appartements, peut-être, en fait, je laissais tous je n'ai pas de problèmes de voisinage. Et je peux concentrer, en fait, toute mon action sur un bâtiment. Je m'ai mis à chercher, comme quoi celui qui cherche trouve. J'ai trouvé un bâtiment à Montpellier et avec énormément de travaux. Les travaux, c'est un cauchemar. C'est très compliqué. C'est toujours plus compliqué de ce qu'on pense au début. Et ça, peut-être c'est un problème d'optimiste. Hein. Les optimistes, on pense toujours qu'on va y arriver. Mais en tout cas, je suis content d'être optimiste parce que si j'avais su la quantité de travail et de difficultés qu'on a vécu, j'aurais jamais. Je dis non, laisse tomber. Ça, c'est la naïveté de l'entrepreneur. Et heureusement. Tout à fait. Heureusement. Ouais. Et donc, voilà, on a rénové cet immeuble. On a voulu le rendre très chic, très déco. Et faire un produit un peu différent pour les Airbnb, quelque chose de très, très beau. Et on a commencé à le louer. La première année, on a pris. Et la deuxième année, finalement, ça a pris. Donc, ça marchait très, très bien. On était très contents. Tu es où dans Montpellier? Au centre-ville, dans l'Écusson. Dans l'Écusson. OK. Et bon, malheureusement, il a eu en fait une nouvelle loi, décret de la mairie
qui a un peu pénalisé, qui a fortement pénalisé les Airbnb. Parce que bon, Montpellier, nous sommes sous tension. Et donc, du coup, la mairie voulait plus que des logements soient utilisés pour la location touristique au lieu de pour la location, en fait, pour loger des Montpelliérains. Et donc, il a eu une forte pénalisation. Ils sont désincentivés de manière assez agressive la location touristique. Et donc, on a dû arrêter sec cette activité. Et donc, on a passé à une location meublée traditionnelle, classique. Et ça, c'est vrai, même si c'est pas exploité par une personne physique, même si c'est une société qui exploite le bien immobilier comme activité professionnelle, tu as aussi cette contrainte? C'est spécifiquement pour les sociétés morales, donc en fait pour les personnes morales, pour des sociétés. C'est absolument dans la ville de Montpellier, tu peux pas utiliser un local à destination habitation pour la location touristique. Ah oui, parce que si c'est une société personne morale, donc tu changes la destination de ton immeuble, qui Tout à fait. de l'habitation, mais qui devient une activité hôtelière, donc à vocation commerciale. Ok, donc c'est vraiment ce qu'ils ont empêché au niveau du centre-ville. Ouais. C'est possible pour les personnes physiques, pour les particuliers, de le faire dans la limite 120 jours. de 120 jours et un bien par foyer fiscal. D'accord. Et on est soumis à l'IR, donc au niveau fiscal, c'est pas super stop. Ouais. Donc, ok, tu fais une super rénovation de cet immeuble. Il y a la loi qui tombe, en tout cas, il y a le décret qui tombe à Montpellier qui empêche la location courte durée Airbnb. Donc là, tu l'as mis en longue durée. Tu as continué d'investir dans l'immobilier après ça ou pas? C'est intéressant parce que vu les succès du premier bâtiment, je dis tiens, je me lance avec un deuxième. Miracle, on trouve un deuxième bâtiment un petit peu plus grand. On est très content. Cette nouvelle réglementation change et on se retrouve avec un nouveau bâtiment à rénover et ça, en sachant qu'on ne pouvait plus faire le louer en Airbnb ou ce type de plateforme. Donc, challenge. Et on se retrouve toujours avec cette challenge des entrepreneurs. Qu'est-ce qu'on fait? Mais bon, le challenge permet de grandir, de développer des nouvelles compétences, talents, des nouvelles idées. Donc, on a converti les nouveaux bâtiments qui est encore en travaux dans son résidence pour des étudiants et où on retrouve une rentabilité intéressante. C'est moindre que sur Airbnb. Et ça nous permet aussi de dire, OK, on a pris. Et je suis sûr que des sociétés qui font la même activité que nous, mais qui sont là depuis 5 ans, ils ne sont pas achetés les immeubles que moi j'ai achetés parce qu'ils savaient, en fait, avec l'expérience, on apprend. Et donc, je sais aujourd'hui qu'il faut aller chercher des villes. Si on veut faire Airbnb location touristique, il faut aller chercher des villes qui ne sont pas sous tension, en fait, par rapport à la quantité d'habitations disponibles. Certaines tailles des villes, il faut s'en renseigner sur quelles sont les politiques de la mairie. Il faut faire tout un travail que nous, dans notre cours d'apprentissage, on n'avait pas encore fait. Bien sûr. La difficulté après, c'est que c'est une législation qui est en train d'évoluer aussi avec le temps, parce que les villes se rendent compte de plus en plus de ces phénomènes liés notamment à Airbnb. On en parlait très peu il y a encore 10 ans, donc c'est assez récent. Mais effectivement, comme tu dis, c'est une courbe d'apprentissage. Et tu feras mieux. Moi, ce qui m'a fait très sourire, c'est cette dynamique entrepreneuriale dans la mesure où tu me dis, j'achète un immeuble, il y a plein de travaux à faire, c'est la galère, donc je décide de créer ma boîte de travaux. Tout à fait, oui. Oui. C'est problématique, solution. Donc comment ça se passe, ta boîte de travaux? Parce que c'est pas du tout une activité que tu avais l'habitude de faire auparavant. Pas du tout, mais sur les premiers immeubles, j'ai eu des connaissances, des amis qui m'ont aidé, qui étaient des experts du secteur. Et en fait, un chef de projet que je connais très bien et un chef de cuisine qui est aussi menuisier et qui s'est retrouvé, on était là sur l'époque Covid, donc il s'est retrouvé en chômage partiel. On dit, bon, je t'aide dans ton projet. Donc, ensemble, on a travaillé, on a sous-traité, on a pu finir un chantier assez compliqué.
Et quand on a fini, on s'est dit, mais c'est dommage, maintenant qu'on sait faire, on arrête. On dit, il ne faut pas qu'on arrête, il faut créer une société et continuons à faire des projets de ce type-là. Et on a vécu la difficulté de trouver des sous-traitants de qualité. Et donc, on s'est dit, on a quelque chose qui a de la valeur maintenant. On a construit les noyaux de quelque chose qui a de la valeur. Donc, la décision de créer cette société de rénovation et de créer une société marchand des biens qui achète des propriétés, donc qu'on sait rénover et qu'on peut soit garder, louer, soit revendre. Ok. Quelles sont les autres activités que tu développes, en tout cas, ou sur lesquelles tu veux te positionner avec ton family office? Bon, je sais pas si c'est un talent ou un défaut, mais je suis assez inquiet. Donc, je viens de l'Amérique latine, donc je recherche des opportunités aussi en Amérique latine. Une des choses que je veux faire, sans doute, c'est investir dans l'intelligence artificielle, dans l'informatique, parce qu'on pense que le monde, il ne va pas vers une désinformatisation, mais au contraire, on va vers la technique, une forte technification de tout métier, toute activité. Et donc, si on a la possibilité disons, placer des pônes et des pièces dans des secteurs qui sont en forte croissance, il faut le faire. Donc, je recherche des sociétés en Amérique latine qui sont dans l'informatique pour se spécialiser dans l'intelligence artificielle. Je suis aussi dans l'immobilier en Espagne et on commence aussi en Amérique latine, au Costa Rica. Et après, en fait, il y a un projet que je partage. C'est un peu je ne vais pas encore trop parler de ça, mais on est en train de créer un fonds d'investissement, donc de la finance aussi. En Amérique latine, c'est un fonds d'investissement à impact social. Donc, l'idée, c'est d'investir dans des sociétés et dans des projets qui sont un impact positif dans la société. Donc là, tu montes un fonds d'investissement en Amérique latine à impact social. Donc là, c'est vraiment pour rendre, c'est du give back, c'est pour rendre finalement une partie de ce que tu as gagné, de ce que je comprends. Tout à fait, tout à fait. Et au-delà de ça, j'ai créé une société de mentoring dédiée à l'Amérique latine. J'ai créé un livre autour du bonheur. Mais en fait, c'est une sorte de manuel pour le bonheur. Et j'ai créé aussi une fondation. Tu es en train de l'écrire ou tu l'as déjà écrit? C'est déjà écrit et publié en espagnol. Super. Pour le moment, pas en français ou en anglais, mais on va le sortir fin d'année en français et en anglais. C'est quoi la clé du bonheur alors? Pour moi, la clé du bonheur que j'ai découvert, c'est dans tes rituels, dans tes routines de vie. Si tu intègres dans ta vie certaines activités, certains rituels, je les appelle rituels parce que c'est comme une routine qui a une importance spéciale. C'est comme sacré, en fait, cette routine. Si tu intègres ces types de rituels dans ta vie transforme, ta capacité de faire se transforme, ton être, ta capacité d'être ce que tu es, évolue, se transforme. Tu peux nous donner des exemples de rituels que toi tu as mis en place justement pour être heureux? Avec plaisir. Le premier chapitre du livre est un des rituels qui pour moi c'est le plus sacré, c'est le rituel du matin. Donc les matins on s'élève, l'alarme sonne, on claque l'alarme 5 minutes de plus, on s'est fait un café bien serré là, pour lancer, on prend sa douche, on se prépare, les enfants, etc. et on sort. Et pour moi, on dit, comment c'est possible qu'on sort à la vie sans savoir préparer? Quel résultat je peux avoir dans ma journée si je sors sans aucune préparation? Je sors comme je me suis levé, en fait. Si on regarde les athlètes, avant d'une compétition, d'un événement sportif important, ils sont toujours en préparation. Et donc, pourquoi je me permets de sortir à la vie sans aucune préparation? Donc, comment moi je me prépare les matins? Je m'élève, je sors promener mon chien et dans cette promenade, je fais une technique qui s'appelle des incantations.
que c'est la répétition de certaines phrases que je construis pour moi, des phrases qui sont importantes pour moi, avec l'engagement des émotions et du corps. Et par exemple, une incantation très simple, c'est une incantation de remerciement, où je promène mon chien, pardon, et en fait, je remercie et je pense à ma famille, ma femme, mes enfants, et je remercie et je regarde la nature, et les ciels, et ma vie, ma santé, et je remercie, et je le fais de manière très engagée. Tu te remets dans l'instant présent. Tout à fait. Et après, je fais une séance sportive, que ça peut être des 20 en 30 minutes. Ça n'est pas nécessaire de faire 1h30 de musculation le matin, mais je bouge mon corps, je fais de la méditation, je fais des respirations profondes et après, je me fais une douche à l'eau gelée. Et en fait, je sors à la vie, mais je fais énormément d'attention à mon petit déjeuner. Je ne bois plus de café ou en fait, des caféines ou des substances qui sont altérantes. Je préfère des tisanes. Et donc, en fait, je mange, je me nourris d'une manière qui me permet d'avoir de la pêche. Je cherche la pêche, l'énergie. Donc, si je déjeune un café croissant, les croissants bien gras avec du beurre, je me mange 2 croissants, pain au chocolat avec 2 tasses de café. Je n'ai pas la pêche après ça. Je suis hyper excité avec la caféine et je suis en train de digérer des graisses saturées. Donc, il faut penser comme un athlète de la vie. Comment je me prépare pour avoir beaucoup plus d'impact dans chacune de mes journées. Et comment je me mets en condition finalement d'être d'attaque pour faire face à toutes les difficultés en plus que je vais rencontrer, et ce qui me permet d'être dans un état d'esprit où c'est plus des difficultés. C'est des choses qui sont faciles parce que finalement, j'ai été préparé pour. Non, mais c'est vrai, hein, moi, je le vois tout à fait. On a tendance à se lever, café, téléphone portable, actualité ou réseaux sociaux, et finalement, tu es un zombie au réveil et tu attaques la vie, comme tu dis, déjà où tu as été passif et en fait, tu as pris des informations, mais c'est pas toi qui as choisi d'aller les chercher. Oui. Peut-être pour compléter, je fais des exemples. En fait, il faut penser que aucune personne qui a fait des choses extraordinaires dans la planète, dans la vie, dans l'humanité, aucune de ces personnes se pouvait s'en passer d'un rituel du matin. Tous les grands hommes, toutes les grandes femmes de l'humanité, tous avaient des rituels du matin. Et il a l'exemple, par exemple, de Nelson Mandela, qui, lui, il était boxeur. Et tous les matins, quand il était en prison, 35 ans en prison, en fait, pour le simple fait de la couleur de sa peau, en fait, il faisait 1 heure de routine de boxe tous les matins dans sa cellule en prison. Il a la mère Teresa de Calcutta, en fait, dans ses mémoires, elle parlait, elle disait, chaque fois, je me lève et je fais 1 heure de méditation contemplative. 1 heure. Et en fait, elle disait, sans cette heure-là de travail, même chose, exactement la même phrase de Mandela. Sans cette préparation du matin, ça aurait été impossible pour moi de faire ce que je fais. Impossible. Alors, moi, j'ai quand même envie de le nuancer parce que ça peut être ultra culpabilisant pour pas mal de personnes, tu vois, qui ne sont pas du tout du matin et qui se lèvent avec finalement cette incapacité de se motiver ou en tout cas d'être dans cette routine parce que finalement, c'est plutôt des personnes du soir. J'ai toujours l'impression que c'est plus facile pour certaines personnes qui vont réussir à se lever très facilement à 6 heures du matin et à enchaîner. Dans quelle mesure c'est la routine du matin ou c'est le fait d'avoir mis des routines en place dans ta vie qui te permettent d'avoir quand même une sorte de structure qui fait que tu sais exactement où tu vas dans ta journée? Tout à fait. Je pense qu'en fait, nous sommes tous différents. Et c'est le pouvoir de l'humanité, c'est justement dans nos différences, nos styles différents. Et je parle comme étant quelqu'un que j'étais jamais du matin. D'accord. J'étais vraiment, comme disent les Américains, un night owl. Les matins, j'étais toujours un des derniers arrivés au bureau. Et là, au moment quand je commençais à... Et grâce aux routines, tu arrives maintenant à bien te lever le matin? En fait, c'est un changement de mindset, de perspective dans la vie, où je me dis, mais c'est vrai que je ne suis pas du matin.
depuis quand je ne suis pas du matin? Parce que je me souviens quand j'étais un enfant, les samedis qu'il n'y avait pas d'école pour aller voir des dessins animés, je me levais mais très très tôt en fait. Et donc je commençais un peu à mettre en question ces sujets de si c'est vrai ou pas que je ne suis pas une personne du matin. Et aussi à intégrer la valeur de se lever tôt. Il a quelque chose qui est intéressant, non plus à 4 heures du matin ou à 5 heures du matin, mais déjà à 6 heures ou même 7 heures, hein, ou 7h30. Et le rituel ne doit pas être forcément d'1 heure. Mais imagine, je m'élève. Si la première chose que je fais quand je m'élève, c'est sortir, faire une promenade. Les 5 minutes, les 10 minutes. Mais je prends ce temps pour moi, je m'élève et je sors. Avant de prendre les téléphones, je sors. Je me promène, si j'ai la chance d'être dans une tour de nature, ou même si je n'ai pas cette chance-là assez tôt, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rue, je me promène, je respire, un pas bif, je ne dois pas ni courir ni rien, simplement une promenade de 5 minutes. En fait, c'est se mettre en mouvement. Dès le réveil, je me mets en mouvement, je fais le sang circuler et peut-être ces 5 minutes, je peux les utiliser pour faire quelque chose d'intéressant. Je veux organiser ma journée et moi, j'aime beaucoup il a une chose très intéressante, c'est que notre cerveau, et qu'il a des milliers d'années d'existence, que c'était évolué et développé pendant des milliers d'années, et que c'est la raison pour laquelle on est ici, là, et en fait, on n'est pas été mangé par notre espèce, en fait. C'est qu'il est en mode survie. Il est en chaque instant essaie de nous sauver la vie. Et donc, notre cerveau, il est constamment concentré sur les dangers. Et aujourd'hui, on n'a pas des tirs des éléphants, en fait, ou des loups qui nous attaquent. Donc, les dangers que nos cerveaux reçoivent, c'est les trafics, c'est les problèmes, c'est le travail, c'est le stress, etc. Et donc, le cerveau, il est en permanence concentré sur ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les problèmes? Quels sont les risques? Qu'est-ce qui peut y arriver? Et ça, c'est très bon pour survivre. Mais ce n'est pas très agréable à vivre. Et donc, on doit, de manière volontaire, prendre l'attention de notre cerveau et la pousser sur les choses qui vont bien dans notre vie. Chaque jour, le cerveau ne va pas le faire tout seul. Il faut que nous, on décide de le faire. Donc, dans ces 5 à 10 minutes du matin, je peux simplement poser mon attention et dire qu'est-ce qui va bien dans ma vie aujourd'hui? De quoi je suis remerciant? Qu'est-ce qui me rend heureux aujourd'hui, maintenant, aujourd'hui? Pas si j'arrive à faire cet objectif, non, aujourd'hui. Donc, tu penses à ta famille, à s'être aimé, à ta santé, et tu te rends compte que, tiens, j'ai demain. C'est pas tout le monde qui a demain. Je suis en santé. Je suis pas en cancer aujourd'hui. Et donc, du coup, on a de la chance, on ne s'en rend pas compte. Non, je veux vraiment mettre l'emphase sur ce que tu es en train de nous dire parce qu'effectivement, pour avoir déjà été dans cette posture d'entrepreneur à maintes reprises, tu es toujours à essayer d'imaginer le futur et te dire quand ma société sera là, je serai heureux. Quand ma société sera là, je serai heureux. Et finalement, tu ne vois pas le temps s'écouler et tu ne profites pas, tu n'es pas dans l'instant présent et dans la contemplation de ce que tu es en train de créer. Et c'est dommage parce que tu arrives 5 ans plus tard, tu n'es pas plus heureux d'être arrivé au milestone que tu as réussi à... Tout à fait. Et tu regardes en arrière et tu te dis, en fait, je viens de perdre 5 ans de ma vie où j'ai pas pris le temps d'être heureux. Et alors que oui, il y a des galères, oui, c'est compliqué d'entreprendre, que ce soit sur un projet immobilier que tu vas monter, que ce soit un projet de marchand de biens ou une société que tu crées. Mais il y a aussi plein de choses qui sont géniales. Tu vas rencontrer plein de personnes ultra inspirantes. Et il faut être capable, à la fin de sa journée ou au début de sa journée comme toi, de se dire OK, quelles sont les 10 choses dont je suis fier dans ma journée. Et des fois, ça peut être des tout petites choses. Je suis content, aujourd'hui, je suis arrivé au boulot et tout le monde m'a dit bonjour et ça m'a mis de très bonne humeur. Oui, tout à fait. Et c'est intéressant parce que quand tu es dans cet état, si tu es capable de te rendre compte que ce que tu es en train de vivre, il a une partie d'extraordinaire et de magnifique, ça t'illumine. Et toi, là, tu as envie. Tu as plus d'envie parce que c'est difficile, c'est plus dur de faire quelque chose quand tu es convaincu que c'est très dur. Qu'est-ce que c'est dur? Aujourd'hui, il faut que je fasse ça et ça et ça. Je ne sais pas comment je vais faire cette journée. Ça va être une journée très difficile. Et donc, tu pars et comme préprogrammé à l'échec.
Et donc, chaque chose, s'il y a une petite chose de plus qui s'ajoute, tu dis, et en plus, il pleut. Tu vois. Et tant que si on sait, en anglais, on dit priming, si on se prépare, si on se programme à voir ce qu'il y a de bon, et on se dit, tiens, oui, ma journée de travail, c'est difficile, mais ma journée de travail, c'est le rêve des, je sais pas, 50% des jeunes qui viennent derrière, en fait. De dire, tiens, aujourd'hui, j'ai la possibilité d'être avec Cédric, à faire cette conversation et découvrir Brix et comment on travaille. C'est une chance énorme, en fait. Et donc, si on commence à voir ça, ton état change, tu as plus envie, et avec plus envie, bah, tout le reste, c'est plus facile. Est-ce que tu dirais que ce mindset que tu as positif, il est aussi lié à la culture argentine? J'ai quand même, pour avoir rencontré plusieurs personnes d'origine argentine, j'ai l'impression qu'en tout cas c'est quelque chose qui est partagé, tu vois, ce côté positivité dans l'attitude, où des fois en France tu peux te dire qu'on est négatif de posture, et alors il y a plein de personnes qui sont très positives en France, hein, mais il y a toujours ce côté un peu voir les problèmes avant de voir les opportunités. C'est vrai, en fait, qu'en Amérique latine, il y a une sorte de résilience, peut-être parce que les conditions de vie sont très difficiles, en fait. Oui, on s'en rend pas compte. Et je pense que les plus confortables que tu es, les plus que tu as peur de perdre ce que tu as. Mais quand tu as autre chose à perdre, en fait, forcément, tu dois être positif et tu apprécies beaucoup plus les choses qui sont à venir. Et mon histoire, peut-être, c'est, je dirais que dans ma psychologie, il a un changement assez marqué, il a 5-6 ans, quand je commençais en fait à découvrir, quand j'étais dans des moments de blocage très difficiles dans ma société, et j'ai aussi des problèmes de santé assez sévères. Et je me dis, écoute Carlos, là, il faut que tu changes quelque chose. T'as des enfants, Carlos? J'ai 2 enfants, oui. Ok. Ouais. Est-ce que peut-être les enfants ont peut-être eu un impact aussi sur ça? Ils ont eu un impact peut-être, je dirais, mitigé. Disons que j'étais dans un moment de travail très dynamique et j'avais 2 enfants en bas âge et c'était chaud, patron. C'était très, très compliqué. Et j'étais en train de développer une très, très belle société, entourée avec une équipe de travail, des professionnels engagés, avec énormément de talent, avec une femme qui m'aime et que j'aime, et 2 enfants merveilleux. Et en fait, entouré de tout ce bonheur, j'étais misérable. Ok. Et donc, donc, je vais tomber malade. J'ai eu un cancer assez grave, en fait. Et à ces moments-là, j'ai dit, écoute, tu es en train de te tuer. Il faut que tu changes. Et c'est un esprit d'entrepreneur qui est dans le challenge le plus difficile. Tu dis, OK, il faut qu'on fasse les choses différemment. Il faut qu'on teste autre chose. Que je commence à travailler et des nouvelles idées. J'ai rencontré des coachs et des gens super intéressants. Donc, je suis décidé des gens comme Tony Robbins. C'est incroyable. Tout le monde doit lire Tony Robbins au moins une fois dans la vie parce que c'est incroyable. Comme Wim Hof, le Hollandais un peu fou qui fait des bancs d'eau glacée et ce qui se met en fait d'un pôle Nord dans la mer gelée en fait et fait des respirations. Donc, je commençais à m'intéresser comment vivent les gens qui ont fait les choses que je voudrais réussir. Quels sont les modèles des personnes que vraiment je veux qu'elles soient une inspiration pour ma vie. Et en fait, je commençais à modéliser, à suivre ces conseils et à vivre en fait comme ils vivent. Et ma vie, elle a complètement changé. Merci en tout cas pour ce beau retour qui est en plus très personnel par rapport à ton expérience. C'est vrai que je pense pas que ce soit le commun des entrepreneurs. Tu as beaucoup de personnes qui se disent moi je suis dans une entreprise et tu vois, je vais faire un AVC, 2 AVC et je continue dans ce que je fais parce que je sais pas comment en sortir. Toi, il y a eu un développement
personnel qui a été réalisé, une introspection, de te dire, OK, ce que je faisais jusqu'à là m'a mené à une situation qui n'est pas acceptable. J'ai développé un cancer. Comment je fais en sorte j'ai une deuxième chance, parce que c'est aussi ce qui t'est offert là aujourd'hui. J'ai une deuxième chance, donc comment je fais différemment pour les prochaines années. Ouais. Euh, Il faut peut-être ajouter qu'en fait, quand j'ai changé ma façon de voir le monde, Apex, il a fait ça. Et ça, je ne m'attendais pas, en fait. Je ne m'attendais pas que il y a une causalité. avec moi, bah, en fait, on aurait des meilleurs résultats. J'étais convaincu qu'il fallait investir santé pour avoir les résultats. Et ce n'était pas du tout le cas. Avec une nouvelle légèreté, en fait, une nouvelle énergie, et de ma part, et que je pu, d'une certaine façon, aussi partager dans la société, on a eu les résultats en fait, c'est là quand la société vraiment a décollé. Il a décollé. Ouais. Mais merci pour ce retour, c'est particulièrement inspirant. En tout cas, moi, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller acheter ton livre s'ils savent lire l'espagnol. Il s'appelle Feliz. Feliz, oui. Comment construire una vida de bienestar, éxito y progreso. Okay. Ça veut dire, la traduction au français, c'est Euro. Comment construire une vie de bien-être, succès et progrès. Voilà. À quand la traduction en anglais ou en français? Je pense qu'automne, vers la fin de l'année, on va voir une nouvelle édition qu'on va sortir en français finalement. Super. Trop bien. Moi, je voulais revenir sur tes investissements startup. Tu en as un peu parlé. Tu nous as parlé d'investissement dans des startups, donc d'intelligence artificielle ou technologique, parce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur. Tu as parlé de l'Amérique latine pour faire ces investissements. Est-ce que tu regardes sur un scope plus large? Est-ce que tu pourrais investir aux États-Unis, pourrais investir en France dans cette typologie de boîte? Ou est-ce que c'est vraiment un scope très Amérique du Sud, parce que c'est là-bas que tu veux redonner finalement la chance que tu as pu obtenir en France? Je dirais que, en fait, sur ce type de société, je trouve que c'est une très bonne idée d'investir en Amérique latine, parce que tu as le coût de main-d'œuvre, il est beaucoup moindre. Et donc, ça te permet de produire des produits et des services de manière assez compétitive, qu'en fait, on puisse après commercialiser aux États-Unis ou en Europe. Et la réalité, c'est que j'ai énormément hésité, parce que je trouve que la France en particulier, il a une puissance technologique extraordinaire, que je pense que, je sais pas, la majorité des Français ne se rendent pas compte, en fait, du talent et des capacités qu'il a en France de développer technologie. En fait, c'est incroyable. Après, beaucoup de développeurs, des start-upers, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, en fait, se plaignent que c'est difficile. Arrivé à un certain moment, c'est difficile en fait, devenir une licorne, parce que le marché, il est limité, la difficulté, les impôts, il y a plein de sujets. Mais là, je trouve que l'ingénierie et la technique française est extraordinaire. Je me dis que mon idée, c'est de mélanger, en fait. De faire des ponts. De faire des ponts et voir de quelle manière on peut leverager les savoir-faire en France, avec la disponibilité des ressources et l'envie, la pêche qu'il y a en Amérique latine. Parce que il faut penser qu'un ingénieur informaticien en Amérique latine qui te propose de travailler avec une multinationale ou une société française, ou construire quelque chose ensemble avec un Français, c'est les yeux qui brillent, en fait, et c'est les rêves, hein, c'est génial. Et aussi, je trouvais qu'en France, il a une particulière, comme les Français, ils aiment bien l'Amérique latine, en fait. Il a une sorte de passion pour ce territoire un peu vierge, sauvage et différent, en fait. Donc, je pense que c'est un super bon match. OK. Il faut faire des choses ensemble. Oui, c'est ça. Il faut arriver à faire des ponts et des connexions entre les deux continents. Donc, l'idée du podcast, c'est vraiment de pouvoir donner des conseils concrets à des jeunes qui se lancent dans la vie active. Donc, quel serait le conseil que tu donnerais à un jeune qui débute et qui a envie de faire ses premiers investissements ou d'entreprendre?
Je peut-être en combinaison des choses. Donc, la première, c'est qu'il faut se lancer. Il faut se lancer et se tromper. En fait, on va pas, c'est quasi impossible de dire je me lance dans un projet et je le réussis. La réalité, c'est que je me lance dans un projet, je le rate et je fais un autre et je le rate même moi et je fais un autre et là, ça marche un peu et finalement, il faut aller avoir son premier erreur et apprendre. Et apprendre. Et ça, pour moi, c'est super important. Il faut y aller, en fait. Il faut y aller. Et c'est maintenant, et c'est pas quand on aura 50 ans qu'on va le lancer. Donc, je pousse aux gens à se lancer, créer des projets, être innovants. Après, mon conseil très fort, c'est lisser des auteurs comme Tony Robbins. Il a en fait des coachs de vie, des mentors, en fait, comme lui en France et dans des différents pays. Ça peut être lui ou quelqu'un d'autre, mais c'est indispensable de travailler son mindset. C'est indispensable parce que si on ne travaille pas son mindset, c'est pas ton entourage qui va te soutenir en fait. Il faut être un peu comme sectaire en fait. Il faut être contre tout le monde. Tout le monde dit fais pas, c'est n'importe quoi, tu prends trop de risques. C'est très difficile d'avoir un entourage qui te soutient dans ton projet entrepreneurial. Pour que ça soit très concret pour une personne qui nous écoute, le mindset, finalement, ça va être un mindset de détermination et de volonté de construire des choses malgré les difficultés qu'on va rencontrer. C'est ça que tu dis dans construire le mindset? Oui, en fait, c'est comme programmer sa tête. Programmer sa réussite, en fait. Pour être résilient, pour être innovateur, pour être créatif et pour ne pas baisser les bras, en fait. On dit, on continue, on avance. Ça ne marche pas, ok, je savais, je m'attendais, mais je teste autre chose et je m'associe et je pousse vers l'avant et je pousse vers l'avant et je pousse vers l'avant. Et en fait, j'écoute le marché, je parle avec des personnes et je m'alimente. Il faut nourrir le cerveau. On nourrit son corps, mais on ne nourrit pas son cerveau. Il faut lire, il faut regarder des podcasts ou écouter des podcasts. Il faut intégrer de l'expérience des personnes qui ont fait le même parcours. Il faut écouter Carlos sur le Brigstock. Oui, tout à fait. Et finalement, peut-être, en fait, dans ce même contexte, il faut construire ces rituels. Il faut, je me dis, je me lance, je m'embarque dans un schéma que c'est périlleux, c'est difficile, c'est plein de challenges, de difficultés, des sauts et des bas. Et il faut que j'anticipe les bas. Quand mon projet il va être en difficulté, qui va me soutenir? Comment je veux maintenir ma volonté ferme vers mon objectif dans ces moments difficiles? Donc, il faut que je construise un entourage, il faut que je construise des rituels, il faut que je travaille avec moi-même, mon mindset. C'est pour ça que je conseille en fait, de faire des séminaires, de lire des livres de Tony Robbins ou tout autre, en fait, coach, entrepreneur. Parce qu'il faut maintenir cette force, en fait. Oui, moi, ça me fait penser vraiment au sport de haut niveau. Tu vois, j'ai fait beaucoup de courses à pied, mais de l'ultra longue distance. Et ce qui est intéressant dans l'ultra longue distance, c'est que finalement, tu traverses tellement des difficultés quand tu es en train de courir pendant 20 heures, 30 heures d'affilée, que c'est uniquement à la force de la volonté que tu arrives à surmonter et à finir ta course. Et ce qui est assez intéressant, c'est que ton cerveau, c'est un muscle et tu lui apprends à surmonter cette typologie d'épreuve. Et ce qui fait que des fois, je ne vais pas courir pendant 6 mois. Je repars sur de la course à pied avec un physique qui n'est pas du tout le bon parce que je ne suis pas préparé. En fait, je l'ai tellement vécu 2 fois que mon cerveau me dit au bout des 20 premiers kilomètres, même si ça fait longtemps que je n'ai pas couru, ok, tu l'as déjà fait 50 fois, il n'y a pas de problème, vas-y, continue. Et donc, tu as été tellement de fois confronté à ça que finalement, ton cerveau ne vient pas contre toi pour t'envoyer des signaux négatifs, mais au contraire, vient t'envoyer des signaux positifs pour te dire, mais en fait, c'est facile, tu l'as déjà fait plein de fois. Exactement.
Ça fait, je pense que la volonté se développe comme un muscle, en fait. On ne peut pas passer de jamais d'avoir zéro force de volonté à... en fait, il faut la travailler. C'est progressif. Ouais. C'est progressif, tout à fait. Merci Carlos. On va finir l'épisode parce que sinon on va avoir un épisode qui sera vraiment trop long. Oui. C'était passionnant de t'avoir sur le podcast parce que je m'attendais pas du tout à parler finalement de développement personnel et de motivation. Et c'est assez rare aussi d'avoir un entrepreneur qui a aussi bien réussi dans sa boîte, avoir cette humilité et ce retour d'expérience qui est très axé finalement sur le mental et sur le développement personnel. Tu vois, souvent, c'est ce que tu disais un peu en introduction, mais souvent, tu as des personnes qui sont glorifiées dans les médias et qu'on voit inaccessibles et on se dit non, mais moi, je ne pourrais pas créer cette boîte parce qu'en fait, ça a été un long fleuve tranquille pour lui et ce n'est pas du tout la réalité de l'entrepreneuriat. Donc, ça fait du bien d'entendre ce retour d'expérience. Donc, merci à toi. Merci beaucoup de l'espace et de me recevoir ici. Je suis très content de partager un petit peu mon parcours. Et merci à tous si vous êtes encore là et que vous avez écouté ce podcast Brickstock jusqu'au bout. Et on fait le maximum pour accueillir régulièrement des personnalités inspirantes qui vont nous parler de leur parcours et de leurs investissements. À très bientôt. Salut. Cool. Merci. Merci à toi.